La France, avec ses 163 ambassades, dispose du troisième réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine. Qui sont nos ambassadeurs et que font nos 10 000 diplomates? Pour le savoir, nous sommes partis à leur rencontre aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, direction le Portugal, dont la plus grande communauté d'immigrés est établie en France. Une relation bilatérale particulière, basée sur une proximité géographique et d'intenses échanges dans tous les domaines depuis plus de 500 ans. La mission diplomatique française y est en exercice depuis 70 ans. Elle y représente la France et veille sur ses 30 000 expatriés et ses 2 millions de vacanciers annuels. À la tête de la mission diplomatique depuis 3 ans, Jean-François Blarel. Cet amateur d'art et de culture anime l'amitié historique franco-portugaise et défend la place de la France par tous les moyens. Nous sommes dans un monde de compétition, de concurrence. C'est un travail d'influence, c'est un travail de pousse-toi là que je m'y mette. Et donc, le rôle de l'ambassadeur, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Au Portugal, l'ambassade de France est installée dans un magnifique palais, le palais de Santo Sovelho. C'est aussi dans cette belle demeure que se trouve la résidence de France, le logement de fonction de l'ambassadeur. Ce magnifique édifice héberge gratuitement l'ambassadeur, mais sert avant tout les intérêts de la France et participe activement à sa représentation. Le rôle de l'ambassadeur est de veiller à la préservation de ce joyau de l'histoire portugaise. Les dernières rénovations viennent justement d'être achevées. Cet après-midi, l'ambassadeur de France endosse le rôle de guide pour un visiteur un peu particulier. Enchanté. Comment allez-vous? Ça me Très fait bien, plaisir merci. de vous revoir et bienvenue Merci. dans le palais de vos ancêtres. Oui, oui. Je vous en prie, allez-y. La famille Lancastre a acheté ce palais au début du XVIIe siècle. Et ensuite, votre ancêtre a loué le palais à, disons, l'ambassade de France. Et l'acte de vente remonte à 1909. Donc cela fait maintenant plus d'un siècle que les marquis d'Abrantès ont vendu ce magnifique palais à l'État français. C'est vrai. Donc ici, sur le plafond, on trouve les armes de votre famille, C'est vrai. avec le blason du Portugal, encore actuel. Oui. Voilà, on va faire le tour des salons. L'historien nous a expliqué qu'ici, dans cette petite pièce qui commande l'entrée des grands salons, il y avait une dame sans doute de la famille, une cousine, qui en tout cas servait un peu de cerbère. Elle retenait ici les visiteurs et elle les filtrait en quelque sorte. Elle décidait si oui ou non ils allaient pouvoir accéder au maître et à la maîtresse de maison, ou bien si elle les gardait elle pour régler une facture, prendre une commande ou prendre une sollicitation. Donc ici on est dans un premier grand salon et puis au plafond un décor qui est assez différent puisqu'il est véritablement 18e siècle. C'est un palais très beau, très bien conservé. L'ambassade fait de grands efforts pour bien maintenir ça. Beaucoup de palais aristocratiques au Portugal sont difficilement entretenus. Et c'est vrai que l'acquisition de ce palais magnifique par la France a permis, puisqu'il continuait à être utilisé, son entretien régulier. Tant que la France est le propriétaire, elle sera un conservateur et un enjoliveur de ce palais attentif. Voilà, allez-y.
Donc ici, on est dans une salle qui est certainement une des plus curieuses et une des plus belles du palais. L'architecte de la famille Lancastre a voulu montrer tout l'apport du commerce portugais entre l'Extrême-Orient et l'Europe. Et donc ici, on a 261 plats de porcelaine chinoise de l'époque Ming, pratiquement exclusivement, des assiettes en bleu et blanc. Vous vous souvenez que votre tante nous avait dit que son père utilisait cette salle comme le fumoir. Oui. C'était l'endroit où les messieurs en habit, après le dîner, venaient fumer. Seules, bien sûr, les femmes restaient en dehors de la pièce. Donc, dans cette chapelle magnifique, avec ses azulejos et son bois sculpté doré, ces tableaux, on peut retrouver ici, on dirait les armes du Portugal actuel, mais ce sont les armes de la famille Lancastre, qui était une branche de la famille royale portugaise. Donc on a le blason de la famille Lancastre et le blason de son épouse. C'est magnifique. Et encore une fois, c'est très bien comme restauration. On croit un peu qu'on voyage dans le temps. Et on m'a dit que cette Vierge à laquelle était dédiée la chapelle était la Vierge d'Apiedade, c'est-à-dire le nom que portent les aînés dans votre famille. Oui. Et vous vous appelez José d'Apiedade. Oui, ça fait. Voilà, en l'honneur de la Vierge qui est vénérée dans cette chapelle. Plus Christ qui... Avec un Christ, effectivement, qui est en train de ressusciter et qui sort du plafond. L'origine du Portugal est liée à la famille royale française, puisque le premier roi du Portugal était le fils d'un prince bourguignon, un prince capétien bourguignon. Donc le Portugal est né de cette union entre un prince français et une princesse castillane. Et voilà, le Portugal tient dans son ADN, je dirais, un peu de France, en tout cas de la France bourguignonne. Voilà. Je crois que pour un Portugais, c'est très important de pouvoir venir dans ce palais. C'est vrai quand vous invitez une personnalité portugaise, quelqu'un du monde politique, du monde économique, du secteur de la culture, tout de suite, quand on leur dit venir à l'ambassade de France, c'est important pour eux et ils viennent sans hésiter, je dirais. Donc un palais, le conserver, oui, mais il faut l'entretenir. À 300 km de Lisbonne, à Porto, la deuxième ville du pays, par souci d'économie, la France a décidé de fermer son consulat et de le remplacer par un consul honoraire. Le consul honoraire n'est pas un diplomate. C'est un particulier qui assure certaines tâches administratives. Pierre-Henri Tamet est le consul honoraire de Porto. Pour réaliser ses services consulaires, comme assister les Français en difficulté, l'Hexagone compte maintenant sur ce réparateur de téléphone. Ce matin, le couple Monteco est venu lui demander assistance. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour madame. Alors, qu'est-ce que vous arrive-t-il? Eh bien écoutez, mes papiers m'ont été volés samedi soir en arrivant. Et comment ça s'est passé alors? Les circonstances sont assez simples, hein. Donc samedi on est arrivé, Ouais. on est allé à l'hôtel, Ouais. on est ressorti. Et puis au retour, ma gourmandise m'a fait acheter une glace. Donc j'ai payé avec mon portefeuille tous les deux. Et puis je me suis assis sur le rebord, laissé mon sac à dos sur le bord de la rue, c'est pas très prudent. Et habituellement, mon portefeuille était à l'intérieur, il était à une pochette extérieure. Et je suis rentré à l'hôtel, tout avait disparu. Donc, comme cadeau de Noël pour le 4-5 jours de mon épouse, ça a démarré mal. Donc, je me retrouve sans papier, sans passeport, monsieur, sans carte d'identité, sans permis de conduire. Ça Donc, on fera- est un peu. Ça fera un beau souvenir. Oui, Vous allez vous en- oui. vous C'est moi qui paye tout. Ah d'accord, donc il vous fait un cadeau que vous payez. Je vais faire ça avec ma femme aussi, c'est pas idiot ça. Donc on va vous faire un petit document
qui va vous permettre déjà, vis-à-vis de la compagnie aérienne, expliquez que vous êtes bien monsieur Monteco, ce que m'a donné l'ambassade hier. Ok. Et par ailleurs, quand vous arriverez sur le territoire français, et si vous avez un contrôle, ce document peut permettre à la police des Air et Frontières déjà d'avoir une présomption de preuve de votre identité et décidera de vous faire passer. Je peux me permettre une question, monsieur le consul? Oui. Cette activité est professionnelle? Je ne sais pas, c'est parce que pour moi c'est une fonction d'État. Une agence consulaire est dirigée par une personne privée qui généralement est un entrepreneur qui se trouve dans le pays ou la région du pays, qui met à disposition des locaux. Alors là, vous êtes dans mon usine. Je pense qu'il faut aussi savoir rendre service. Moi, la France m'a rendu service. Elle m'a amené l'accès à la connaissance, à la culture, à l'éducation. C'est tout à fait normal que je renvoie, pas que je renvoie l'ascenseur, mais si j'en ai la capacité de le faire. Voilà. Et je découvre réellement que c'est un engagement citoyen et bénévole. Et ça, chapeau. Je pourrais, de retour en France, dans mes responsabilités, signaler que c'est vraiment une aide précieuse quand on est un peu perdu à l'étranger, sans papier surtout, chapeau bas. En fait, la France, comme beaucoup de pays, a transformé des consulats en agences consulaires. C'est clair que les moyens de la France ont diminué et que l'agence consulaire est un moyen pour la France de pouvoir faire quelques économies, mais tout en gardant une qualité de service. Allez, venez, suivez-moi s'il vous plaît. On va retourner à l'aéroport. Merci. Je vous ramener tout de suite. Donc EasyJet est là-bas. On est arrivé. Retard. Les naufragés. Tudo bem? Comment ça va? Tudo bem? Ok. Alors vous donnez vos tickets, les papiers, tout ça. Le document de la police, le document du consulat et vos tickets. Et voilà, donc. Ok, merci. Ok, merci. Ils sont justifiés Ok. pour aller directement à la porte. Super, merci. Merci beaucoup. Merci encore, monsieur, d'avoir appelé monsieur le consul, parce que ça vraiment C'est normal. c'est un grand secours. Merci beaucoup pour votre aide. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Pas de problème. Je suis disponible. La nuit aussi. Ciao. Allez, bon, je vous accompagne rapidement à la porte, là, et puis on y va, d'accord? Merci, muito obrigado. À 1 heure de route de Porto, la ville de Coimbra. Cette ancienne cité médiévale fut l'un des principaux lieux de naissance des rois portugais. C'est ici que se trouve l'un des 7 consuls honoraires de France au Portugal. Amina Mazouza est la directrice de l'Alliance française de Coimbra. Le rôle d'Amina dans cette association est de faire rayonner la francophonie au Portugal. Sa connaissance et sa proximité avec la communauté française de Coimbra l'ont naturellement amenée à accepter la mission de consul honoraire. Bonjour. Bonjour madame. Amina Mazouza, consul honoraire. Enchantée. Alors on y va? Allez-y. Merci. Alors, ça c'est la remise. Je vais vous demander donc, de mettre la date ici, on est le 26, et puis une petite signature. D'accord. Vous habitez à Coimbra ou vous êtes... J'habite à Abranches, à 1 heure de route d'ici.
Oh, ben vous avez fait du chemin alors pour Oui, venir. mais c'était plus pratique que Lisbonne. C'est plus pratique que Lisbonne, en J'ai effet. moins de temps, j'ai moins de temps D'accord. que pour Lisbonne. Donc D'accord. c'est pratique pour nous d'avoir un service comme ça. pas loin. D'accord, vous êtes ici en famille avec... Oui, ça fait 5 ans que je suis au Portugal pour des raisons professionnelles. Oui, d'accord, avec des enfants. Avec un enfant, mon fils qui a 12 ans. Oui. Bon, ma femme est d'origine portugaise. D'accord. Et comment vous avez appris alors que nous étions ici? Est-ce que c'est... Alors en fait, c'est quand j'ai fait la demande du passeport à Lisbonne Oui. qu'on m'a proposé de venir le récupérer ici. D'accord. Qu'il y avait un centre à Coimbra où on pouvait récupérer les passeports. Donc Oui. c'était pour moi bien plus pratique qu'aller à Lisbonne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Ben, très bien, on est ravis. Merci beaucoup madame. Pour le cas des passeports, nous les remettons uniquement. Pour la demande, ça se fait à Lisbonne puisqu'il y a c'est le passeport biométrique avec des empreintes qui sont numériques, la photo aussi qui est prise sur place. Donc pour le moment, nous, toutes les agences consulaires, nous sommes juste aptes à les remettre. Voilà. Contrairement à la carte d'identité pour laquelle nous sommes autorisés à faire les dossiers de demande. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, bienvenue. Alors, Madame Da Silva, Donzilia et Monsieur Oliveira. Alors, on a bien toutes les pièces, donc il nous reste la partie très importante de l'empreinte de l'index, d'accord? Alors, l'index gauche, on va le poser en une fois, d'accord? Et puis on va attendre que l'empreinte apparaisse. Voilà. On enlève? Je retire? Oui. Parfait. Je le mets dans votre dossier. Voilà, donc celui-ci, c'est bon. On a bien tout. Alors la même chose, l'index gauche. Appuyez une fois et ne bougez plus. On retire. Très bien. Parfait, regardez. Donc on a conclu le dossier. Donc maintenant l'étape c'est que nous transmettons vos dossiers à la section consulaire de Lisbonne qui va traiter votre dossier, qui va être envoyé à Nantes. Ensuite, votre carte d'identité va être émise et puis on vous appellera dès qu'elle sera prête pour que vous veniez la chercher chez nous. Voilà, dites-moi. Parce qu'on a une agence Oui. consulaire Oui. à Coimbra, on a le droit de voter ici ou Alors, à Lisbonne? alors nous, on n'a pas de bureau de vote ici. Nous vous tiendrons informés du bureau de vote le plus proche, puisque en principe à Porto, il y avait un bureau de vote qui était mis en place pour la communauté française. Sinon, vous pourrez voter aussi à Lisbonne. J'étais censé à l'école pendant 40 ans. Oui. Et au Portugal pendant 14 ans, donc on est plus de la France que le Portugal, c'est vrai. On a vécu plus de temps en France qu'au Portugal. Maintenant, on vous connaît, vous nous connaissez. Si vous avez des besoins, des questions particulières, vous pouvez aussi nous appeler. Voilà. Vous laisserez votre numéro. On a des festivals de cinéma. C'est l'occasion pour vous de rencontrer d'autres Français et puis de pouvoir parler un petit peu la langue française. J'ai la télé française. Et je suis toujours dans ma cuisine avec la télé française. Mais vous avez raison, ça vous donne un petit peu de France dans votre cuisine. Ah bah oui. De nombreux Français sont inscrits sur les registres des Français de l'étranger et les rencontrer à l'occasion des démarches, c'est aussi l'occasion de connaître un peu leur parcours, la raison pour laquelle ils sont installés, s'ils sont en famille, s'ils ont des enfants. Depuis combien d'années ils sont là, c'est toujours... l'aspect humain est très important pour moi. J'aime échanger avec eux. Je vais vous emmener voir Christina. Cet après-midi, Amina a rendez-vous avec un ami francophile dans le centre de Coimbra. Monsieur Bad. Ça va? Enfin. Bah oui, c'est toujours en retard. Vous n'avez pas le choix avec ça? Bah enlevez-le. Poyarel Batista est une figure importante de Coimbra. Cet ancien consul honoraire de France est un véritable puits de connaissances dont Amina se délecte à chaque entrevue. Peut-être que si on allait à la terrasse là-bas, c'est pas mal, non? Pour elle, ce rendez-vous régulier est un moment de vie quotidienne et d'intégration dans la vie locale. C'était avec Louis.
Il y a une véritable amitié entre nous. On partage des repas, des déjeuners. Il m'explique aussi un peu l'histoire de son pays, sa culture. Il m'a aidé à découvrir la ville, à connaître tout ce qu'on ne peut pas acquérir à travers des livres. C'est important puisque le travail est une partie très importante, mais il faut aussi consacrer un peu de temps à l'aspect personnel. Alors, vous plaisez ? Bien sûr, oui. Ça se passe bien, on est là pour aider les Français qui habitent ici et puis les Français qui sont de passage, les touristes. Donc on a souvent des demandes de carte d'identité française. Et ils vous demandent ? Oui, on a beaucoup de Français ici qui ont une pièce d'identité française et qui ont besoin de... Ici. Ils habitent ici. Ça fait longtemps, ça n'était pas. Il n'y avait pas beaucoup. Ce qu'il fallait, c'est mettre des cachets, surtout des cachets des Portugais qui étaient en France, rentraient au Portugal. Il fallait présenter des papiers en attestation de vie pour continuer à recevoir la retraite. On fait aussi ça. Oui, le certificat de vie pour prouver qu'ils sont encore vivants, pour pouvoir avoir leur retraite. On le fait aussi. Mais on a beaucoup de Français qui sont installés ici en famille, des jeunes. On a aussi des retraités. Alors, ces choses ont changé, oui. Dans la région, parce qu'on n'a pas juste les Français de Coimbra, on a les Français de Viseu, Guarda, Aveiro aussi, toute la zone, voilà. Oh, c'est marrant. C'est bien, comme ça ils n'ont pas besoin d'aller à Lisbonne, puisqu'il n'y a plus le consulat à Porto. Donc ça leur permet de pouvoir faire des démarches directement à Coimbra. Le consulat à Porto, c'est fini. C'est fermé, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des agences consulaires maintenant à Porto, à Coimbra, à Leiria, en plus de celles qui existaient déjà. Actuellement, on n'a pas besoin d'être français pour être consul. Pas forcément. Alors, pour certains actes, il faut être français. Pour être consul honoraire. Pour être consul honoraire, il ne faut pas forcément être français. Mais pour certains actes, il faut être français. Ah oui ? Oui. Quoi, par exemple ? Pour recevoir les procurations de vote, il faut que le consul honoraire soit français. C'est mon parrain portugais. Il me raconte beaucoup d'histoires sur la ville, sur les gens. Il est assez connu ici. Partout où on va déjeuner, il a toute sa vie ici au Portugal et dans cette ville. Une des principales missions d'un consul honoraire, c'est de représenter la France dans les cérémonies officielles. Aujourd'hui, Amina est invitée à la mairie pour l'un des événements les plus importants du pays, la commémoration de la Révolution des œillets. C'est une commémoration officielle et c'est important d'être présent pour les événements de la ville, pour lesquels aussi on célèbre l'histoire du pays. C'est la première fois que j'assiste à la cérémonie du 25 avril. Ce sont généralement de belles cérémonies. C'est important de se souvenir. Nous sommes toujours impressionnés par cette révolution. Qui n'a pas eu de mort, mais qui avait des œillets. Oui, car nous avons coupé la tête du roi. Nous sommes pacifistes, en fait. Oui, et ça se sent dans le caractère des Portugais. Ils sont plus pacifiques et tranquilles. Oui, ils sont plus passionnels dans leur vie privée, mais plus réservés en public. Oui, c'est vrai. C'est une qualité de plus. Nous donnons la parole au président du conseil municipal de Coimbra, M. Manuel Machado. En ce jour si spécial, pour nous et notre patrie, où nous célébrons ensemble le 25 avril 1974, cet heureux jour où l'aube s'est enfin levée et qui a fait renaître dans le peuple pauvre, triste et opprimé, l'espoir de vivre la liberté. Et nous prouvons à cet instant, indéniablement, que la liberté est parmi nous.
C'était important puisque pour moi aussi c'était une découverte, ces commémorations, cette histoire qui n'est pas la mienne mais que j'apprends à connaître en étant résidente au Portugal et donc connaître l'histoire des Portugais qui sont les personnes avec lesquelles je vis est très importante. Le maire s'occupe en personne d'expliquer à Amina les événements qui ont permis de mettre fin à la dictature au Portugal par la révolution des œillets. On connaît tout, parce que tous ces gens, je les connais. J'étais ici aussi. Oui. Ici. Ces cheveux ici. C'est vous? Oui. Ah, vous allez juste là? Oui, oui. Ah, voilà. Ça c'est moi. Et d'autres gens. Après d'autres personnes. Il faut savoir qu'il y avait une dictature pendant 42 ans. On ne pouvait pas respirer, c'est vrai. On pouvait émigrer seulement à la clandestinité. Oui, oui, oui. Oui, il y a on m'a raconté des histoires de personnes qui sont parties en France. La pauvreté des gens en général. Portugal était même un pays sous-développé. La liberté d'expression était interdite. Alors, donc, heureusement, c'est fini. Oui. Le 25 avril 1974, il a apparu un symbole, une fleur. Et la fleur choisie par le peuple. C'était cette fleur que les gens déposaient dans les armes des soldats. Et à Lisbonne, à Porto, à Coimbra, toutes les villes, les manifestations d'adhésion à la révolution étaient symbolisées pour la déposition de ces symboles. Et a réussi. Voilà. Je le garde. C'est une très grande fierté pour moi de représenter la France au Portugal et dans ma ville. Retour à Lisbonne, la capitale. L'ambassadeur de France, Jean-François Blarel, a lui aussi une mission de représentation très importante. Il a rendez-vous avec le Premier ministre portugais, le chef de l'exécutif du pays. Je suis déjà allé voir le Premier ministre António Costa. Là-haut, de son bureau, le précédent Premier ministre déjà reçu ici, donc je ne sais pas comment il va décider aujourd'hui, mais je pense que ça sera ici apparemment, puisqu'elle nous a demandé de nous mettre. Chers collègues, Carlos Aguiar, le président du commerce industriel. Je suis déjà venu avant. Nous, on va être là. Et moi, ici, avant que le ministre s'assoie. Monsieur le Premier ministre. Vous allez-vous, ça va bien? Oui, très bien, et vous-même? Bien, merci. Carlos Aguiar, comment allez-vous? Tout va bien? C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Eh bien, c'est ici. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de nous recevoir avec Maître Carlos Aguiar pour cette petite réunion. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de votre temps et vous parler un peu de cette réunion qui a eu lieu le 18 mars, dans laquelle nous avons parlé de l'investissement français au Portugal. C'est important pour moi d'aller rendre visite assez régulièrement au Premier ministre. Donc j'ai vu le Premier ministre pour lui parler de la conférence économique que nous avons tenue sur l'importance économique que revêt l'investissement français pour le Portugal. C'est pour moi à la fois l'informer, le tenir informé de l'importance de cet investissement, mais aussi en faire un instrument d'influence, lui expliquer que cet investissement doit se traduire dans d'autres éléments, et notamment sur le plan de la culture et de la langue française.
retour à Coimbra. Cette commune détient l'une des plus anciennes universités au monde. Toute la ville est tournée vers sa faculté. L'université de Coimbra comprend plus de 20 000 élèves et abrite une des plus importantes communautés internationales d'étudiants du pays. L'auteur du best-seller Harry Potter se serait même inspiré de leur costume traditionnel pour l'uniforme de ses apprentis sorciers. Sa bibliothèque fait partie des plus belles du monde. Elle est devenue le lieu de passage incontournable à visiter. La France tente d'étendre son influence auprès de ses universitaires, d'y promouvoir sa langue et ses valeurs. L'ambassadeur de France, Jean-François Blarel, accompagné de la chargée de la coopération éducative, sont venus de Lisbonne pour y remettre le prix Lab Citoyen. Monsieur le recteur, comment allez-vous? Merci de nous recevoir encore une fois. Avec plaisir. Ce concours récompense un élève pour son exposé en français sur les droits de l'homme. Cette année, le gagnant, c'est lui, André Soares Fernandez. Il y a un concours mondial qui est lancé à l'occasion de la journée de la francophonie dans les universités du monde entier pour faire appel à des étudiants francophones qui soient capables de faire une sorte de démonstration sur un sujet donné. La réalisation du droit à la santé est étroitement liée à la réalisation d'autres droits. On dit que le droit à la santé est un droit de réalisation progressive. Et je vais essayer d'exemplifier avec certains exemples pratiques. Et je vais aussi citer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pour qu'on puisse voir ces liens complexes entre le droit à la santé et les autres droits humains. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, messieurs et mesdames les membres du jury, cher André, c'est avec beaucoup d'honneur que je suis ici à nouveau pour la deuxième année consécutive pour cette cérémonie de remise du prix Lab Citoyen. Bien sûr, nous nous inscrivons dans la promotion de la langue française, la promotion de la francophonie, mais aussi dans le cadre de la promotion auprès des jeunes portugais d'un sujet qui nous est, à nous, Français, et à vous, Portugais, particulièrement important, qui sont le thème des droits de l'homme. Maintenant, je vais remettre un billet pour Paris à André Soares Fernandez. Merci beaucoup. Mes félicitations. Je vous félicite en tant qu'ambassadeur de France, d'abord pour votre francophonie, et puis deuxièmement d'avoir participé, d'avoir réussi ce concours, vous l'année dernière et vous cette année, où vous avez montré, je dirais, une aptitude à présenter un problème. Et vous allez participer cet été à une réunion de jeunes qui, comme vous, ont gagné ce concours dans leur pays respectifs. Et donc j'espère que vous aurez cette expérience aussi enrichissante cet été en France. C'est particulièrement, je dirais, important, je dirais aussi émouvant de voir ces jeunes Portugais qui s'essayent à faire des dissertations, des plaidoiries pratiquement dans notre langue, dans la langue de Molière ou de Victor Hugo. À Coimbra, tout le monde bichonne cette communauté étudiante. C'est elle qui fait battre le cœur de la ville depuis des centaines d'années. La consul honoraire, Amina Mazouza, ne déroge pas à la règle. Si elle franchit aujourd'hui les portes de cette faculté, c'est parce qu'il y a deux petites protégées. Ça va? Oui, ça va. Ça va et vous? Sortie de cours? Pour assister ses étudiants français Erasmus, la consul honoraire est de sortie. Si elle prend régulièrement de leurs nouvelles, c'est parce que c'est un moyen efficace de rentrer en contact avec cette jeune population, pas toujours habituée à consulter les services consulaires. Vous n'avez pas de difficultés? Tout se passe bien? Pas du tout. Non? Les problèmes qu'on se pose de temps en temps, c'est on ne sait pas trop comment, si on a des problèmes de santé.
Vu qu'on n'est pas portugaise, on ne sait pas trop à quel médecin se présenter. Papier, niveau administratif, c'est un peu compliqué. D'accord, mais vous avez la carte européenne de santé. Oui. Ça vous permet d'être soigné et d'être toujours prise en charge par votre système de sécurité sociale. Et quoi qu'il en soit, l'hôpital est un hôpital public. Donc si vous avez une urgence, si vous avez besoin, vous allez à l'hôpital public et vous êtes prise en charge en tant que, de toute façon, citoyen européen avec votre carte de santé européenne. Donc là, si vous arrive quelque chose, il ne faut pas hésiter. Oui, mais c'est ça qu'on ne comprenait pas parce que nous, quand on est malade en France, on a tendance à aller chez le médecin, alors que direct, ils vont te pousser vers l'hôpital. Donc nous, c'est vraiment cas extrême. Après, notre question qu'on aurait, c'est par rapport au permis. Par exemple, si on passe notre permis au Portugal, est-ce qu'après, c'est facile d'avoir des équivalences Alors, oui, le permis portugais est un permis européen. Donc, il est reconnu dans toute l'Union européenne. Donc, vous pouvez circuler avec votre permis portugais en France, tout comme vous pourriez circuler avec votre permis français au Portugal. Alors, le permis portugais, vous pouvez circuler avec en France. Alors, me semble-t-il, on n'est pas obligé de le changer, sauf si vous avez un petit incident ou un petit accident en France avec votre permis et que vous êtes résident, il faudra le changer à ce moment-là. C'est pour ça peut-être j'envisageais de le passer ici en termes de prix, c'est plus intéressant. Oui, il faut en profiter. En plus, vous êtes stabilisé ici pour quelques mois et en plus, ça vous permettra d'être un peu plus mobile au Portugal et de pouvoir visiter. Donc, c'est tout à fait faisable. Aller à la rencontre des jeunes étudiants peut me permettre de leur parler de l'agence consulaire et de l'utilité de nous connaître, de nous localiser et de venir nous voir s'ils ont un besoin spécifique. À 1000 km de Lisbonne, l'archipel de Madère fait partie du réseau d'îles perdues au milieu de l'océan appartenant au Portugal. Même si ces îles évoluent en autonomie, l'archipel constitue l'une des 7 régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Le tourisme est l'une des principales ressources pour Madère, et les Français y sont de plus en plus nombreux. Ici aussi, la France veille sur les vacanciers tricolores. Eduardo Manuel Bonal da Silva est consul honoraire depuis 7 ans. Ce franco-portugais est directeur d'une agence de voyage. Eduardo est en contact permanent avec les Français de passage et la petite communauté française d'expatriés. Aujourd'hui, il prépare une excursion pour ses clients français. Un tour de l'île en catamaran. Demain, nous avons des clients qui arrivent. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils viennent dans ton catamaran. Et toi, tu les recevras? D'accord. Il y a 2 ans, un voilier français a été aidé par la marine portugaise en hélicoptère. Apparemment, ils avaient percuté un conteneur. Les gars sont allés les chercher et les ont ramenés ici. Ils dormaient dans le bateau. Ils ont dû avoir peur. Ça s'est passé la nuit. Il y a eu aussi un voilier qui a percuté un cargo. Ils dormaient tous aussi dedans. Ils ont eu de la chance. L'archipel de Madère fait partie des escales de la marine française dans cette zone de l'océan Atlantique. L'une des compétences spécifiques du consul honoraire à Madère est de prêter main forte aux militaires qui viennent se ravitailler. Je pense qu'au Portugal, nous sommes le port qui reçoit le plus de bâtiments de la marine française. On fait visiter les autorités locales quand ils arrivent, on a un cocktail à bord. Et après, beaucoup de choses, de maintenance de tout le bâtiment et demande des pièces et des pièces de rechange, il faut trouver. C'est très mouvementé. Une des missions spécifiques de ce consul du bout du monde, c'est d'apporter la bonne parole française,
et notamment veiller à ce que les événements du ministère des Affaires étrangères se déroulent même sur cette île perdue au milieu de l'océan. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans un grand hôtel avec le seul chef étoilé de l'archipel. Eduardo doit s'assurer de la participation du cuisinier à l'un des événements les plus importants de la diplomatie française à l'étranger. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Hein? Et vous? Belle journée, ça va? Tout va très bien. Le chef étoilé Michelin? Oui, merci. Et ça marche bien? Si, ça marche. Ouais. Aujourd'hui, la clientèle, on a des menus, c'est à 95, c'est à 130 et euros. Ils ne respectent pas. Non. Et ça se vend très très bien. Donc on a des bons clients sur l'île en ce moment. Tant à mieux, ce niveau-là, ça c'est super. Tant mieux. C'est super. Et le marché français augmente très bien. Très bien. Surtout le Portugal. En général, tout ce qui est gastronomie, on associe souvent à la France parce que c'est une grande école pour le monde entier de la gastronomie. Donc pour Madère, c'est important de faire référence à ça et de montrer que même sur Madère, celui qui veut manger à ce niveau-là, il peut. J'aimerais savoir si vous êtes disponible pour faire le Good France la prochaine année. Avec grand plaisir, c'est toujours un grand moment de gastronomie. Plus on parle à l'extérieur de la France et de sa gastronomie, mieux c'est. Puisque de toute façon, ce n'est qu'une réalité, il n'y a aucun mensonge là-dessus. Tout ce qui est fait aujourd'hui, pourquoi on mange bien dans le monde entier? Parce qu'il y a eu des chefs français qui sont partis dans le monde entier, cuisiner et construire des brigades il y a 30 ans. Heureusement, on a un chef étoilé Michelin qui est ici à Madère, c'est le seul d'ailleurs. Et on a le plaisir d'être français, c'est pour ça que je viens me visiter. Il aussi me visite de temps en temps pour faire des papiers, soit pour lui, soit pour ses enfants aussi. Ça se passe très bien. L'étranger qui arrive sur l'île, tout de suite il se sent chez lui parce qu'il est appuyé par l'ambassade, le consulat, qui s'occupe non seulement des papiers, mais qui permet de s'intégrer très très rapidement sur l'île, de connaître aussi la communauté locale et française qu'il y a sur l'île. Donc tout de suite, on se sent bien. Voilà. Ça c'est très important. Et on se sent tellement bien que moi j'y suis depuis 98. Voilà. Merci pour votre temps. Sur le consulat, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Et moi aussi de vous revoir. Au Galodon. Très bien, merci une fois de plus. Bonne journée. Merci. Au revoir. Il est très ravi de représenter la France et donner l'opportunité aux Madériens de goûter qu'est-ce que la France peut proposer au niveau de culinaire. C'est un repère, une référence pour la France ici sur l'île. Ce réseau de consuls honoraires bénévoles n'est pas une spécificité française. Certains pays européens sont même plus en avance sur le sujet. À Madère, la fonction de consul honoraire d'un pays européen est devenue un véritable signe de distinction. À la manière de chevaliers consulaires, ils se réunissent fréquemment autour d'une table, pas vraiment ronde. Alors, ce sont notre consul honoraire d'autres pays d'Europe qui se trouvent ici à Madère, Estonie. Et on a invité le commandant de la gendarmerie ici à Madère pour être présent pour notre déjeuner mensuel qu'on a avec notre consul. Le consul de Royaume-Uni, le consul du Brésil, le consul de Finlande, République tchèque, et l'ex-consul de Finlande, on aime toujours avoir les ex-consuls qui sont toujours envie de venir déjeuner avec nous. Je vous souhaite un bon appétit. On essaie de faire découvrir à tous nos collègues les compétences et toutes les activités que les invités nous peuvent proposer sur l'île. À nous, espérons que ces réunions continuent encore longtemps. Monsieur le commandant, je vous remercie de votre présence. C'est moi.
Dans mon cas, pour renouveler leurs papiers, passeport ou carte d'identité, ils doivent être inscrits au consulat. Dans votre cas, c'est obligatoire ou pas? Non, ce n'est pas obligatoire. Cette mesure peut être intéressante pour vous, pour savoir combien il y a de personnes. Il n'y a pas d'obligation, en effet, pas même de laisser une adresse de contact. Et juste pour information, chez nous, l'ambassade essaye d'implanter avec le ministère des Affaires étrangères une machine itinérante pour faire des passeports. Comme ça, on peut faire son passeport directement à Porto, à Madère aussi, sans passer par Lisbonne. À date fixe, évidemment. Je pense que c'est une idée intéressante. Ça dégagerait l'ambassade de cette lourdeur administrative. Tu fais les passeports, toi? Non. Les gens doivent aller à Lisbonne. Je commence le processus, mais je ne fais pas l'émission des passeports. Tu les délivres? Oui, je les délivre. Et c'est un service payant. Une partie revient à l'ambassade, une autre au consulat. C'est un tarif insignifiant. Cela ne rembourse même pas la paperasse que nous envoyons à l'ambassade. Bon appétit. Bon appétit. C'est très important et échanger aussi des expériences, soit comment aborder les autorités locales, soit comment aider ces citoyens en détresse ou pas en détresse ici sur l'île. À Lisbonne, l'ambassadeur de France est de sortie. Il est invité à la fête nationale hollandaise. De façon informelle, ces réceptions networking participent à la bonne marche de la diplomatie internationale. Les diplomates du monde entier se côtoient et s'organisent entre deux canapés. Gefeliciteerd. Ah, toujours en néerlandais, c'est bien. Oui. Très bien. Quelques mots. Pas toujours couramment, c'est bien. Pour Jean-François Blarel, c'est surtout un moyen efficace de récupérer de l'information. Mais vous-même? Ça va. Mais un peu triste parce que il y a 3 ou 4 ambassadeurs qu'on aime beaucoup et leurs femmes aussi et qui vont partir. On est un peu triste. C'est toujours ennuyeux. C'est notre vie. Oui, on arrive et on repart. Et oui, mais ceux qui restent, c'est pas facile non plus parce qu'on fait des amitiés quand même. Il y a des liens qui se tissent. Et puis voilà, là, il va y avoir un gros creux, hein. Cette année, si. D'autres arriveront. Oui, mais vous savez, plus le temps passe, moins on a de capacité pour... S'adapter. Le fromage hollandais. Gouda. Les réceptions de fêtes nationales sont un peu un exercice obligé pour les ambassadeurs en poste à l'étranger. Et là, dans le cas des Pays-Bas, évidemment, pour moi, c'est un sujet plus sensible parce que j'étais en poste dans ma précédente expatriation à La Haye et donc je suis resté attaché à un pays dans lequel j'ai aimé passer quelques années. Et c'est aussi une excellente occasion pour rencontrer d'autres collègues, mais aussi rencontrer des personnalités portugaises avec lesquelles vous pouvez faire avancer un certain nombre de dossiers. Messieurs, comment ça va? Monsieur l'ambassadeur, ça va. Il faudra qu'on prépare cette visite à Paris parce que c'est protocolairement un petit peu compliqué d'avoir en même temps le président et le Premier ministre. Tout à fait. Mais voilà, on va y arriver. Est-ce qu'on sait déjà quelles sont les étapes du programme ou pas encore? Bon, on a une idée déjà, quelles sont les étapes fondamentales qu'on a envie de faire. Et José Augusto m'a dit aujourd'hui qu'il va m'envoyer le dernier projet qu'il a réussi à terminer avec le président. Je crois qu'il va falloir encore des réflexions. Perfectionnement. Bon. Je dirais que l'arrivée l'après-midi du 10, ça c'est sûr. Oui. Bon, moi je suis allé à l'Élysée la semaine dernière, puisque je suis allé avec le Premier ministre à Paris lors de sa visite. Ah oui. Voilà.
Donc je suis allé à l'Élysée pour voir un petit peu quel était leur sentiment. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse organiser une présence de notre président à la réception pour la communauté portugaise. Parce que je pense que ça serait une bonne occasion pour le président, le nôtre, qui puisse aussi s'adresser à la communauté portugaise. Parce que ça a été quand même pour nous, cette arrivée de tous ces Portugais, un apport énorme pour la reconstruction de la France, etc. Je pense qu'il a un message à délivrer. On se parle. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous partons. Ah, vous partez? Vers la fin juillet ou courant août. Je suis désolé. Vous retournez à Paris? À Paris. Oui, je l'ai demandé. Après le Portugal, c'est difficile d'aller autre part. Oui, je comprends. Difficile de trouver mieux. Donc, retour maison. Ok, à plus tard. Ça fait partie de la fonction de représentation, mais ça fait aussi partie de mon travail d'information et de gestion de dossiers. Et le recueil d'informations reste fondamental. La France a la chance d'avoir un réseau extrêmement étendu. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, elle se doit d'être extrêmement bien informée. Et donc nous participons, chacun dans notre pays de résidence, à ce recueil de l'information, au traitement de l'information et à l'envoi d'informations vers nos autorités, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, Président de la République.